Et ben ça y est, on est en 2023. Et vous savez ce que ça veut dire? Voici la vidéo où je vous présente les films que j'ai préférés l'année dernière, en 2022 donc. Et comme ça a été encore une année cinématographique extrêmement riche avec beaucoup de très bonnes choses, je vais pas me contenter évidemment d'un top 5 ou d'un top 10. Non, moi je vois les choses beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Et je me complique pas mal la vie d'ailleurs. Mais je vais vous présenter les 20 films que j'ai préférés l'année dernière. Voilà. Parce que il y en a certains que je voulais absolument placer, que je pouvais pas écarter. Donc ça sera encore une fois un top assez chargé. Il y a des films que j'ai pas eu le temps de voir, que j'ai honteusement raté, comme Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, ou Leïla et ses frères, et d'autres sorties que voilà, j'ai pas pu rattraper, ou que j'ai pas eu le temps de m'organiser, ou que j'ai fait de la merde tout simplement. Donc évidemment, ce top va inclure des films que j'ai vus. Voilà, j'ai pas tout vu, j'ai pas la prétention d'avoir tout vu. Donc on va arrêter de blablater pour rien, et on commence tout de suite avec la 20e place. Il y a un proverbe qui n'existe pas, mais qui dit « Une fois que tu as plongé dans le monde des DTV chinois, tu ne peux plus en sortir ». Et je trouve que ça résume assez bien le truc, parce que la majorité des productions sont forcément pas toutes excellentes, voire pas terribles, mais quand tu tombes sur un petit film généreux qui n'a pas de prétention à part divertir le spectateur et s'amuser, franchement, je suis désolé, je suis obligé de le placer, quoi. J'ai pas vu des trucs comme Jurassic World 3 ou Black Adam ou quoi que ce soit d'autre de ce calibre, mais je suis pourtant intimement persuadé que je prendrais plus de plaisir devant Rising Boy and a Girl's School que devant ce genre de blockbuster complètement fade et périmé qu'on a déjà vu 100 fois, qui sont assez impersonnels. Voilà quoi. J'ai passé plus de bon temps devant du DTV chinois cette année que devant des gros blockbusters qui ressuscitent des franchises qui devraient être mortes depuis longtemps. Voilà quoi. J'ai pris Rising Boa, mais j'en ai vu d'autres. Il y a eu de bonnes petites productions qui sont sorties. Et voilà, si vous êtes un minimum curieux, vous pouvez trouver Rising Boy and a Girl's School sur YouTube en entier, sous-titré anglais. Ça raconte une invasion de serpents, dont un python gigantesque dans une école uniquement composée de filles. C'est fun, ça se prend pas la tête, ça va à l'essentiel. Ça prend même le temps de travailler un minimum, bien évidemment, ces personnages. On s'amuse, quoi, tout simplement. Il y a de la vie, ça respire. Voilà. Moi, je préférerais toujours ce genre de production à ces gros trucs formatés qu'on nous balance à la gueule chaque année et qui sont déjà morts avant d'être sortis, quoi. Et puisqu'on parle de s'amuser et de pas se prendre la tête, la 19e place de mon top 2022 est occupée par le film The Princess de Lee Van Kiet. Qui nous raconte l'histoire d'une princesse badass qui va être séquestrée suite à une espèce de prise d'otage d'un clan ennemi, qui va se libérer et les affronter tous un par un, secondé par le personnage de Veronica Ngo, qui lui a appris les arts martiaux. Voilà, c'est fun, c'est bien mis en scène, c'est assez violent, les bastons sont plutôt jouissifs, ça ne s'arrête pas, ça dure 1h30, c'est un divertissement calibré et parfait. J'ai passé vraiment un bon petit moment dessus, j'en avais fait une vidéo. Et voilà, si vous cherchez un petit film de baston sans prise de tête, The Princess, je pense que c'est tout à fait le film qui vous conviendra. Il n'y a pas beaucoup de budget, il y a parfois des fonds verts qui piquent les yeux, mais le film va tellement à 100 à l'heure et a tellement envie d'offrir à son spectateur qu'on passe les défauts techniques sans aucun problème. Réalisé par Rodrigo Sorogoyen, Asbestas est 18ème de mon top. J'aurais pu le mettre plus haut. Il n'y a pas vraiment de classement à part les 6-7 premières places. C'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu 2 fois au cinéma, qui nous raconte un conflit entre voisins, entre guillemets, ouais, avec un Denis Ménochet formidable et une Marina Foïs tout aussi excellente. C'est un film qui est rempli de tension, à la mise en scène au cordeau, avec des personnages très très intéressants, puisqu'on arrive au final à comprendre les deux parties qui s'affrontent. C'est magistral, il y a des scènes qui vraiment, j'y repense encore. Je pense notamment à la scène dans les bois avec Denis Ménochet et les deux voisins, je peux pas en dire trop, mais c'est
c'est rempli de tension, la mise en scène permet un climat très anxiogène de s'installer qui va aller crescendo. C'est vraiment un film qui m'a énormément marqué, un film très intelligent et très intense. Si vous l'avez loupé, franchement, rattrapez-le le plus vite possible parce que c'est une grosse claque dans la gueule. 17e place, Les Nuits de Mashhad, réalisé par Ali Abbasi, qui nous avait déjà réalisé Border en 2018, que j'avais beaucoup apprécié, qui nous racontait l'histoire de, de trolls qui tombaient amoureux. Là, on va être dans un thriller avec un serial killer qui va prétendre débarrasser la ville sainte de toutes les prostituées qu'il va croiser. C'est très violent, on dirait un 4-3 mais version iranienne. Le casting est très bon, il y a des scènes vraiment très glaçantes et une atmosphère pesante qui va bien évidemment être liée au contexte du pays, à la misogynie ambiante, que ce soit de la part du tueur ou de la part de certains policiers. On va avoir une héroïne que j'ai trouvée très convaincante, qui va enquêter, qui va essayer de faire son maximum pour attraper ce tueur un petit peu insaisissable et qui, on a parfois l'impression, agit en toute impunité. C'est un film que j'ai trouvé brillant et effectivement beaucoup de gens l'ont souligné, mais la scène finale, elle fait vraiment froid dans le dos. You Won't Be Alone, réalisé par Goran Stowelski, va nous raconter le parcours initiatique d'une sorcière qui va expérimenter les émotions humaines. C'est génial. Je l'ai rattrapé assez tardivement, mais c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, de par déjà son atmosphère, son concept, puisqu'on va voir la sorcière qui va devenir plusieurs personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui va expérimenter tout un tas d'émotions pour essayer de mieux comprendre l'être humain. Au cœur d'une nature d'un petit village au début du 19e siècle, je crois, qui est un peu perdu dans les montagnes. L'atmosphère est juste géniale, la photographie est magnifique. Le concept n'est pas redondant du tout et j'ai vraiment été happé par le film du début à la fin. On met un peu Noomi Rapace en valeur dans le film alors qu'elle a un rôle de 10-15 minutes, pas plus. C'est vraiment un film que j'ai trouvé fascinant, intelligent, bien écrit et que je ne peux que vous inviter à rattraper si vous l'avez déjà vu. Ça a vraiment été une très très bonne surprise pour moi, j'ai vraiment adoré. Ah, on va passer à un traumatisme. Un putain de traumatisme avec Speak No Evil, que j'ai eu la bonne idée de regarder avec ma femme. Et j'étais vraiment pas bien à la fin du visionnage. Ça va nous raconter l'histoire d'un couple avec une enfant qui vont se lier avec un autre couple avec un enfant. Ils vont passer quelques jours ensemble. Mais l'atmosphère va se faire de plus en plus pesante et des choses de plus en plus étranges vont arriver. C'est un film qui m'a fait passer par plein d'émotions, la colère, l'incompréhension, le « mais non, c'est n'importe quoi, enfin, c'est pas possible de faire ça. Pourquoi vous êtes aussi con ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites ?» C'est un film qui m'a retourné parce qu'il te met en scène des personnages qui sont vraiment étranges et qui ont des réactions qui peuvent paraître stupéfiantes et qui va mettre l'accent sur une espèce de soumission à la société, au fait de ne pas vouloir brusquer l'autre, de ne pas oser s'énerver, de ne pas surtout oser mettre de limites. C'est un film qui m'a vraiment mis dans le mal, qui m'a traumatisé, qui m'a mis en colère, qui m'a interrogé. Et j'y pense encore énormément. Voilà, c'est un film que vraiment qui m'a bouleversé, qui m'a mis en colère. C'est sans doute le film qui m'a le plus remué intérieurement, donc si vous avez le cœur bien accroché et un esprit solide, vous pouvez tenter l'expérience Speak No Evil, mais je pense que c'est vraiment un des films les plus marquants de ces dernières années. Anna Bergholm a réalisé Ego, un film fantastique que j'ai beaucoup apprécié, qui va nous raconter l'histoire d'une famille et plus particulièrement d'une jeune enfant de 12 ans qui s'appelle Tina, qui est gymnaste, et qui va un jour tomber sur un œuf d'où va éclore une étrange créature. C'est un film fantastique qui va poser beaucoup de questions sur la famille, sur le poids de l'héritage familial, les ambitions qu'on projette à travers nos enfants, sur l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes. C'est magnifiquement photographié, c'est un film qui est très solaire, très lumineux, avec une créature que j'ai trouvé vraiment réussie, et c'est maîtrisé de bout en bout, de A à Z, jusqu'à la dernière scène finale qui est vraiment assez impactante. Donc je ne peux que vous le conseiller, évidemment, je vous conseille Ego comme je vous conseille tous les films de mon top. Dakad, avec la sublime Kangana Rano qui va nous raconter l'histoire d'une super agent indienne qui va se retrouver au cœur d'une machination et qui va devoir protéger une enfant. Un scénario qu'on a déjà vu 1000 fois,
En soi, Dakat, c'est un film qu'on a déjà vu 1000 fois. Mais putain, qu'est-ce qu'il est efficace. Il est fait avec le cœur, c'est très violent. J'ai été vraiment pris dedans. Je sais que j'en attendais pas forcément grand-chose, mais j'ai vraiment été agréablement surpris. C'est un film convenu qu'on a vu 1000 fois, avec tous ces schémas narratifs, avec le mentor, avec l'ennemi, avec le fait de chuter pour se mieux relever, mais j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement efficace, que vraiment j'ai adoré. Parfois on a besoin d'un film qui ne va pas nous surprendre, mais qui va nous mettre dans une sorte de bien-être, parce qu'il est vraiment très généreux, très efficace, et Dakat c'est ça. Et puis Kangana Rano fait le taf, franchement, elle est très crédible, c'est vraiment une actrice que j'avais découvert dans Race 2, qui est une immonde merde, mais qui ne fait que monter. Elle a été dans Queen, elle a été dans beaucoup de films très ambitieux. Je trouve qu'elle choisit plutôt bien ses rôles. Et puis elle est magnifique, quoi. Elle est pulpeuse, elle est belle, elle est toute en forme. Et la voir dégommer du méchant à la mitraillette, là, avec la ceinture de la mitraillette qui passe entre ces deux boobs, là, c'est le meilleur moment de cinéma 2022. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Zeram, je suis un petit peu novice dans la science-fiction japonaise, dans le tokusatsu, mais ça m'a pas empêché d'adorer Shin Ultraman, qui est une véritable baffe que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça reprend, à ce que j'ai compris, l'histoire principale de la série avec plusieurs périodes, entre guillemets. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais je dis une bêtise, hein. Et j'ai adoré parce que ce film respire l'amour du cinéma, c'est épique. Mais quand je vous dis que c'est épique, c'est certes épique dans les affrontements entre Ultraman et les méchants, mais même dans les scènes de dialogue, putain, il y a plus de recherche et d'idées de mise en scène et de plans épiques dans les scènes de dialogue que dans l'intégralité de tous les films Marvel. Putain, il te filme les dialogues, c'est un truc de fou. Il te place sa caméra. Par exemple, on va avoir une des héroïnes qui va parler assise sur une chaise de bureau. Et il va pas te la filmer de face comme ça. Il va se mettre, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais il va se mettre dans l'espace d'une chaise de bureau comme ça en angle avec la caméra qui pointe sur l'ouverture entre le barreau et la chaise. Je sais pas si c'est très clair, mais je vais essayer de mettre des images pour vous illustrer ça. Non, Shin Ultraman, c'est un film qui respire le cinéma, qui respire la passion et le respect de son héros, qui nous sort des scènes complètement folles. Je pense notamment à une scène où l'une des héroïnes devient gigantesque et se met à errer en ville, dans une sorte de demi-sommeil coma un petit peu étrange. La même héroïne qui passe son temps à mettre des mots au cul à tout le monde, ça m'a tué. C'est un film que j'ai trouvé incroyable. D'ailleurs, par la même équipe que ceux qui ont fait le déjà fabuleux et culte Shin Godzilla, et qui, en mars 2023, vont nous proposer Shin Kamen Rider, ce qui est vraiment génial, quoi, parce que le film avait été tourné il y a quelques temps, mais à cause du Covid, tout ça, on connaît les problèmes qu'ont eu certaines productions. Donc ça va sortir sur Prime Video en 2023, Shin Kamen Rider, donc inutile de vous dire que je vais me jeter dessus. D'ailleurs, en parlant de Kamen Rider, il y a la série Kamen Rider Black Sun qui est aussi disponible sur Prime Video, qui peut être une bonne porte d'entrée. Moi, j'ai regardé la série en entier. Il m'a manqué quelques petites clés, je pense, pour profondément apprécier, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, aussi bien dans la mise en scène, aussi bien dans les scènes d'action que dans le contexte politique qui est abordé. Bref, je reviens à Shin Ultraman, mais c'est vraiment une pépite. J'ai vu beaucoup récemment de commentaires plutôt négatifs sur Everything Everywhere All at Once, que beaucoup ont trouvé nul. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Ça reprend certains codes narratifs quasiment obligatoires de certaines productions chinoises, avec la famille au centre de cette histoire de multivers, avec une Michelle Yeoh en tête d'affiche, qui a un rôle vraiment fort, vraiment bon, d'une femme en soi assez simple dans ses motivations. Elle veut juste rester et reconstruire sa famille. C'est bardé de mise en scène, c'est intelligent, c'est fun, c'est jamais longuet, contrairement à ce que j'ai pu lire. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont arrêté au bout d'une demi-heure ou une heure, mais ça je comprends pas comment tu peux juger un film en t'arrêtant à la moitié ou au début. Enfin bref, pourquoi pas. C'est créatif, bien plus créatif que dans diverses autres productions que je ne vais pas nommer encore une fois pour ne pas tirer sur l'ambulance. Mais voilà quoi, dans ce film on s'amuse, on a de l'émotion, des premiers rôles intéressants et bien interprétés.
Donc voilà, pour moi, le film des Daniels, ça a été une pure réussite. Je l'ai vu 2 fois et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On enchaîne avec un film de Kyle Edward Bell dont j'ai parlé assez récemment et qui a été une énorme claque et qui sera d'ailleurs disponible sur Shadows cette année, en 2023. Il s'agit d'un des films les plus terrifiants que j'ai vu de ma putain de vie, ce que Paranormal Activity aurait dû être Skinamarink. Skinamarink, ça va nous raconter l'histoire de 2 enfants éveillés dans une maison en pleine nuit, alors que des choses étranges commencent à se passer, qu'une présence maléfique commence à se manifester. Et c'est un putain de film atmosphérique, extrêmement malaisant et perturbant, qui va être dans sa réalisation d'un minimalisme exemplaire, qui va se contenter de filmer des coins de mur ou des portes entrouvertes sans jamais céder au jumpscare putassier, qui va réussir à installer une ambiance mais tellement malsaine que j'ai pas pu finir. J'avais commencé le film en pleine nuit, je n'ai pas pu continuer, j'ai fait pause et je l'ai continué et terminé en plein après-midi, en plein soleil, avec les rideaux ouverts comme une petite tapette. Mais c'est vraiment un tour de force de faire aussi peur avec absolument rien, avec quelques jouets collés au plafond, des objets qui disparaissent, qui apparaissent. On est perdu, on est désorienté, on ne sait pas à quelle heure il est, on a l'impression que la nuit s'étire et dure des jours et des jours. On a du mal un peu à se localiser dans la maison, on a l'impression que les pièces s'allongent, au contraire qu'elles se rétrécissent, que la temporalité et les dimensions n'existent plus. On n'a pas toutes les réponses. Pour moi, c'est un putain de très grand film d'horreur. Quasiment un chef-d'œuvre. On reste dans l'horreur avec The Exorcism of God, un film que j'ai particulièrement adoré. Je vous mets la critique de Az l'Épouvantail qui a fait une analyse détaillée et brillante du film comme à son habitude, j'ai envie de dire. The Exorcism of God, c'est ce que je pourrais appeler un film retourné, puisqu'on va prendre le concept du film d'exorcisme qui a été assez malmené ces derniers temps. Quand je pense que ce tâcheron de David Gordon Green va faire une suite directe au film L'Exorciste, j'ai eu mal à mon Halloween, j'ai mal à ma Reagan, si je peux dire ça comme ça, sachant que les suites à L'Exorciste ont déjà été faites, dont la série, que je trouve géniale. Mais bref, The Exorcism of God, on a limite le prêtre qui va être vu comme le méchant et le démon qui va être vu comme le héros. C'est un prêtre qui va céder à la tentation auprès d'une jeune femme possédée et qui, putain, va lui faire un gosse qui, bien évidemment, va être habité par le démon. C'est un film que j'ai trouvé incroyable, très intense, très violent, très âpre. Et s'il y a quelques scènes un peu faciles, avec un ou deux jumpscares et des effets spéciaux pas forcément très réussis, c'est un film qui m'a sidéré par son concept, son atmosphère, sa volonté d'y aller vraiment à fond. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et je peux que vous le conseiller, c'est un des meilleurs films d'horreur de cette année. Vortex de Gaspard Noé, un film terrifiant et glaçant sur la fin de vie d'un couple, d'une femme atteinte d'Alzheimer et d'un homme qui est plus préoccupé par l'idée de finir le livre sur lequel il travaille que de réellement prendre soin de sa femme. J'exagère un petit peu, bien évidemment. C'est glaçant parce que c'est une horreur qui est tout à fait crédible et humaine et qui va malheureusement arriver à beaucoup d'entre nous, peut-être. La mise en scène est remarquable puisqu'on va encore une fois, après Lux Aeterna, suivre un film scindé en deux avec d'un côté la femme, d'un côté le mari. On va voir les errances de l'une, le désemparement de l'autre, avec leur fils qui va tenter de trouver les solutions adaptées. C'est intense, c'est vivant, oui, c'est cru. Ça tombe jamais dans la facilité, mais c'est tellement glaçant, tellement cruel, et en même temps, c'est la vie, quoi. C'est une fin de vie qui est douloureuse, qui est moche, qui est longue, qui est quasiment une agonie. Ça a été vraiment un gros choc, mais j'en attendais pas moins de la part de Gaspard Noé. Et voilà, quoi, je l'ai trouvé absolument incroyable. C'est un film qui est très très dur à voir, mais qui est nécessaire, quoi. Donc Vortex, ça a vraiment été une très très grosse claque. On reste dans l'horreur avec un film que j'attendais énormément, puisque c'est un film d'horreur indonésien, et je vous ai déjà dit que j'adorais les films d'horreur indonésiens, mais surtout c'est la suite de Satan's Slave, qui était sorti en 2017. Là c'est la suite directe, 5 ans plus tard donc.
où on va retrouver cette famille donc qui a été contrainte de fuir et qui s'est réfugiée dans un immense immeuble, un immense espèce de complexe, un petit peu délabré, perdu au milieu de nulle part, hein, avec un immense immeuble où un drame va se produire et où les esprits vont frapper de nouveau. Alors que dire à part que c'est un film qui va pas du tout miser sur l'action brute, mais vraiment sur l'atmosphère. On va avoir une réalisation aux petits oignons et surtout une tension qui va monter vraiment crescendo avec des scènes vraiment très très angoissantes où suite à une coupure d'électricité, nos héros vont devoir parcourir les lieux à la lampe torche, être face à des cadavres qui vont peut-être ou pas se mettre à bouger. Il y a une tension vraiment très très bien gérée jusqu'à ce que tout explose dans un final que j'ai trouvé visuellement fou. Peut-être sans doute la plus belle proposition visuelle qu'on a eue cette année, avec une héroïne qui est par terre à demi consciente et qui à chaque coup de tonnerre, à chaque fois qu'il y a un éclair, va voir devant elle surgir des créatures et surtout les 4 cavaliers de l'apocalypse, nom de Dieu. Visuellement c'est complètement dingue et je vais essayer de vous mettre une image, mais juste une, pour pas vous spoiler l'entièreté de la scène. C'est brillant, c'est réalisé par Joko Anwar, encore une fois, qui vraiment est un réalisateur indonésien que j'adore, au même titre que Timo Tjahjanto par exemple, qui vraiment, si vous aimez, si vous cherchez un pur film d'horreur, alors là vous allez être servi, niveau mise en scène, niveau atmosphère, niveau angoisse tout court, c'est vraiment un putain de régal. 2022, il y a quand même des actrices qui ont fait des dingueries. Alors, je pense à Alia Bhatt, qui a quand même été dans 4 énormes films cette année. Bon, elle a été dans Brahmastra, qui est une pure merde, je vous conseillerais pas ça, mais elle a été dans Darlings, qui est disponible sur Netflix, qui est une fable sur les relations hommes-femmes toxiques, plutôt sympathique, même si pas exemple de défaut. Elle a bien évidemment été dans un monument du cinéma, dont je parlerai peut-être un peu plus loin ou pas. Et elle a été aussi dans un 4e film qui m'échappe, mais je vous mettrai l'affiche. Je pense aussi à Laure Calamy qui a fait encore une très bonne année, qui nous prouve à quel point elle est une très très bonne actrice. D'ailleurs, elle est à l'affiche de Annie Colère, je crois, qui doit être encore en salle. Mais je pense surtout à Adèle Exarchopoulos, qui, avec Rien à foutre, joue dans un film, le film de toute une génération, qui va nous dépeindre une jeune femme un petit peu perdue, qui cherche sa place, qui existe dans le monde d'aujourd'hui, qui en est aussi un petit peu victime, puisqu'elle ne veut pas forcément mettre beaucoup de limites à tout ce qui se présente à elle. Je pense aux entretiens d'embauche, mais aussi qui va savoir s'imposer par moment, toujours rapport à son taf. En fait, c'est un film en 2 parties. La première heure va se concentrer sur son milieu professionnel, la seconde heure sur son milieu personnel, qui va, à mon sens, donner les plus belles scènes. On va la voir avec son père, discuter la nuit, prendre des cafés, discuter de tout et de rien, vivre en fait, tout simplement. C'est un film que j'ai trouvé très attachant, très touchant, très humain, très réel, sans esbrouf, sans grande scène où il y a des explosions de sentiments. Je pense notamment où son personnage se rend à l'endroit où sa mère est décédée. Voilà, c'est sobrement mis en scène, on sent toute l'émotion qui passe à travers le personnage, mais sans qu'il y ait de musique ou de crise de larmes ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très brillant, très bien mis en scène. Et c'est un film qui raconte vraiment rien, mais l'expérience vaut clairement le coup. Pour moi, c'est un des meilleurs films qui est sorti cette année. Voilà, quoi, je peux que vous le conseiller encore une fois. The Innocent, un film qui se passe en été avec des jeunes enfants qui vont s'apercevoir qu'ils ont des pouvoirs un petit peu spéciaux. On croirait le début foiré d'une origin story à la Marvel, mais pas du tout en fait. The Innocent, c'est l'antithèse totale du spectaculaire. On va quasiment pas avoir d'effets spéciaux ni de scènes vraiment fabuleuses, même dans le final. Ça va être d'une sobriété incroyable, mais ça va surtout être d'un réalisme assez glaçant. On va avoir des scènes très 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 marquantes. Je sais que beaucoup de gens ont parlé de la scène du chat, mais moi c'est la scène de la casserole d'eau la casserole d'eau bouillante qui m'a plutôt marqué.
Un très bon casting, une très bonne direction de jeunes acteurs, une très bonne atmosphère. Vous savez, cette atmosphère de fin d'été dans une grande cité avec des aires de jeu, un bois pas très loin, avec des relations qui vont se dégrader ou qui vont se raffermir avec le temps. Bref, pour moi, The Innocent, ça a été une grosse claque. C'est à la fois cruel, avec à la fois une part d'innocence, d'où le titre, hein, n'est-ce pas ? Et niveau sobriété, niveau mise en scène, c'est véritablement une leçon que beaucoup devraient prendre en compte. C'est un film qui est très froid, en même temps assez chaleureux, assez perturbant, assez intimiste dans certaines relations entre les personnages. Bref, pour moi, c'est une réussite de A à Z. Ça fait vraiment prof avec moi à ce petit bureau là. Hein. Alors les enfants, vous avez bien fait vos devoirs. J'espère pour vous. J'espère que vous m'avez préparé un top 20 de bonne qualité. Et on va enchaîner tout de suite avec la 4e place. Et je me rends compte au moment de tourner que je vais intervertir la place numéro 4 avec la place numéro 3. En place numéro 4, il y a Avatar, la voix de l'eau réalisée par James Cameron. Parce que quand même, il fallait quand même que je le place. C'est quand même un film que j'ai trouvé assez extraordinaire pour un blockbuster, même s'il a quand même de gros défauts d'écriture, qu'on voit les choses venir d'assez loin, que ça suit un schéma narratif très convenu, que le début je le trouve un peu rushé dans la présentation de la famille de Jack Sully, mais voilà, j'ai quand même passé 3 heures assez incroyables, bien immersives. Un film qui donc est un énorme blockbuster qui est attendu depuis 13 ans quand même, qui repousse vraiment les limites au niveau visuel, au niveau détail, au niveau minutie, création de l'univers. J'ai vraiment trouvé ça assez incroyable et j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est un film où je trouve quand même que l'histoire passe au second plan, qu'on est plus là pour en prendre plein les yeux et que le film prend le temps de se poser, nous faire découvrir donc l'univers de cet univers aquatique qu'on ne connaissait pas. Même si je trouve qu'effectivement il y a des faiblesses dans le récit, comme par exemple la fuite qui dure l'espace de quelques scènes où on les voit juste traverser l'océan, où le film ne prend là, je trouve, pas le temps de se poser, de nous montrer la difficulté du voyage, que dans les relations entre le père, donc Jack Sully, et ses enfants, il y a des choses un peu clichés, comme l'enfant humain aussi qui est tout le temps avec eux. J'ai trouvé que c'était un peu maladroit par moments. Mais voilà, je pense pas que c'est un film que je vais forcément revoir tout de suite, mais j'avoue que voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, je me suis laissé emporter en faisant fi de toutes les faiblesses narratives, et je dois quand même avouer que j'en ai pris vraiment plein la gueule. Donc je pouvais que le placer dans ce top un peu haut quand même, parce que le plaisir de visionnage a été vraiment important. Et ben ma foi, on arrive dans le trio de tête. Quels sont les 3 films que j'ai le plus aimé cette année ? Et ben on va tout de suite commencer avec un bon gros slasher qui tâche et qui est juste jouissif. J'ai eu la chance de le voir en avant-première au MK2 Bibliothèque grâce à Shadows et ESC qui ont diffusé le film en avant-première sur grand écran, et ça a vraiment été un plaisir du début à la fin. Je parle bien évidemment d'un clown tueur qui va entrer selon moi dans la légende du cinéma d'horreur, Terrifier 2. Ce que je trouve fabuleux avec Terrifier 2, c'est que le réal a su poser les bases de son univers, et surtout qu'il a fait le film dont il avait envie, quoi. Le film dure presque 2h20, un peu plus de 2h20 même, je crois. Pour un slasher, c'est vrai que c'est une durée qui n'est pas franchement habituelle, mais il a été au bout, et ça lui a permis de poser les bases de son univers, d'installer son ambiance, parce que le film n'est pas que des meurtres ultra gore. Il sait installer ses personnages, son atmosphère, et je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire un film pareil avec un budget de moins d'1,5 million de dollars. C'est juste fou. Et le succès que rencontre Terrifier 2, ben, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Il y a encore des gens qui savent proposer des films faits avec le cœur, des films qui sortent entièrement de leur tête et qui ne sont pas pensés pour le spectateur, qui sont avant tout pensés par la personne qui le fait et les personnes qui y participent, quoi. Et je trouve ça juste génial. Terrifier 2 est long, mais moi je ne me suis pas ennuyé. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je trouve que le film, malgré sa durée, est très fluide.
Et surtout, il installe, comme je l'ai dit, des personnages attachants et surtout, il reconstruit correctement le mythe de la Final Girl, quoi. Je tiens à envoyer tout mon amour et toute ma passion à l'actrice Lorraine Lavera qui incarne Sienna, la Final Girl du film, et toute la mythologie, tout le côté presque biblique qui va l'accompagner et qui va accompagner son affrontement avec Art, le clown, donc, qui est incroyablement bien interprété. J'avais beaucoup aimé quand même Terrifier 1, qui était plus modeste dans ses ambitions, mais qui était un slasher quand même vachement divertissant, vachement cruel par moments, et qui déjà posait les bases d'un univers avec des questions qui étaient soulevées. Et là, c'est pareil dans Terrifier 2. On répond à certaines questions, mais on en pose aussi d'autres, mais sans surexpliquer, quoi. On nous pose vraiment la mythologie de ce que j'espère devenir une grande franchise, parce que Terrifier a tout à fait, pour moi, le potentiel de devenir une grande franchise. J'ai vraiment adoré. Il y a des scènes qui sont juste mémorables, comme par exemple la scène du rêve, qui est vraiment très intense et qui a vraiment cet aspect rêve, enfin plutôt cauchemar donc pour le coup, qui s'éternise, qui dure longtemps avec cette angoisse qui commence à monter dans le personnage de Sienna qui se retrouve sur une espèce de plateau télé où Art le clown est invité et qui va bien évidemment faire un putain de carnage. Et au-delà de ça, je trouve la réalisation super propre, les plans sont tous bien réfléchis, la lumière est magnifique, la photographie aussi. En plus, la bande son est géniale, c'est pure synthwave, moi c'est tout à fait mon style, c'est ce que j'écoute depuis des années. Vraiment, le film a été... c'est drôle de dire ça pour un film d'horreur, mais pour moi le film a été un enchantement, quoi. Mais vraiment, ça a été incroyable de A à Z. Le final est mémorable et ouvre la porte à un troisième film, et comme l'a annoncé sur Twitter le réalisateur Damien Leone, Terrifier 3 commencera directement là où s'arrête Terrifier 2, et je suis impatient de voir ce qu'il nous réserve pour le troisième film. J'espère qu'on retrouvera Lorraine Lavera, et voilà quoi. Pour moi, ça a vraiment été un quasi-miracle, ce film, de pouvoir sortir un film d'horreur de ce calibre, dont je sais que je vais me rappeler pendant des années et des années, et dont je suis déjà complètement fan, complètement séduit par l'univers, complètement séduit par Art le clown, ce clown complètement barjot et complètement sadique, parce que le meurtre qu'il y a dans la chambre, il est quand même assez bien douloureux, bien graphique. Et voilà quoi, réussir des effets gore comme ça, practical à l'ancienne, et même servir un film comme ça aussi généreux, aussi bien fait, aussi mémorable, avec moins d'un demi-million de budget, je le répète, c'est quand même fou quoi. On a des films d'horreur avec des dizaines de millions qui sont tous minables, et là franchement, Terrifier 2, ça a été une fessée déculottée à tout le monde. J'adore ce putain de film. J'adore ce putain de film. Merci Damien Leone. Merci, merci, merci. La place numéro 2 est occupée par un film avec Adèle Exarchopoulos. Un film qui m'a brisé en 1000 morceaux, qui m'a retourné, qui m'a provoqué 1000 émotions, qui m'a ému. Je me souviens, je l'ai vu au cinéma avant d'aller au travail, et je peux vous dire que ma journée de travail était plutôt compliquée. Il s'agit du film Les 5 Diables. Un film fantastique français que j'ai trouvé magistral, qui installe une ambiance unique, avec des personnages très attachants et très humains et très faillibles. Je vais avoir du mal vraiment à poser les mots, parce que le film je trouve le film vraiment unique. On est à la fois perdu dans du fantastique, dans du voyage temporel, dans des relations humaines complexes, avec une musique magnifique, des acteurs tous en état de grâce. Je l'ai trouvé vraiment fou quoi. Les 5 Diables, c'est vraiment un film qui m'a mis KO, parce qu'il m'a mis dans des émotions il m'a à la fois ému, il est à la fois rempli d'amour et aussi extrêmement cruel avec ses personnages. Je sais même pas quoi vous dire quoi. Les 5 Diables, c'est un film qui m'a bouleversé. Je peux que vous inviter à le voir. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Mais un film
est dans mon cœur et je pense que voilà, ça va pas vraiment être une surprise. C'est le plus grand film de 2022. Il s'agit bien évidemment de RRR de SS Rajamouli. Ram et Bim sont des hommes que tout oppose. L'un est policier, l'autre est le protecteur de son village. Lorsqu'une jeune fille est enlevée par des colons anglais, la lutte fraternelle entre les deux hommes va donner lieu à 1001 péripéties, où l'honneur de l'Inde sera la motivation ultime pour que les héros unissent leurs forces. Parce que le nouveau film du réalisateur des deux Bahubali et de Ega se présente comme la consécration du spectacle ultime, pensé pour être démentiel, sans aucune limite, où chaque scène d'action deviendra une référence d'excès et de générosité. Outre une lisibilité exemplaire dans son action et le découpage de ses plans, la fluidité et l'exécution de ses chorégraphies, les héros présentés comme des demi-dieux sublimés à chaque intervention, mais présentant aussi leurs faiblesses et doutes, où la volonté générale est de donner aux spectateurs des frissons d'extase et des murmures « Ils ne vont quand même pas oser faire ça !» et de si, le faire puissance 10, car je dois bien l'avouer, les 3 heures de RRR m'ont semblé n'être qu'un quart d'heure fou, où la notion de blockbuster explosait aux 4 coins de l'écran, où les hommes se battaient aux côtés de tigres et d'ours, où les plans d'ensemble sonnaient comme des tableaux de maître, où cette fraîcheur constante était comme un oasis dans un désert cinématographique grand public. Car oui, RRR ringardise avec 3 ou 4 fois moins de budget, les superproductions informes et conventionnelles, n'hésitant pas à faire côtoyer le virilisme le plus primaire avec une naïveté presque adolescente dans la romance de son héros. Ces héros, d'ailleurs symbole d'un pays fier, même si encore traumatisé dans son histoire, comme on peut le voir dans sa façon ultra raciste, à la limite de la dangerosité, de dépeindre ces méchants anglais coloniaux, tous inhumains à l'exception d'une femme, coup de cœur d'un des héros. Les personnages sont beaux, tels des dieux, iconisés à quasi tous les plans, que ce soit par leur musculature ou leur combat, inflexibles dans leur motivation qui dépasse la douleur physique, la torture ou même l'amour. RRR est grandiose dans tous ses excès. Ces scènes d'action superbement mises en scène, quasiment des leçons de cinéma, ces passages musicaux illustrant la bravoure divine des héros, l'amour naissant qu'ils portent à l'élu de leur cœur, ou bien l'amitié fraternelle mise à mal au cours du film. Mêlant sang, sueur et larmes sous l'œil ahuri du spectateur qui, s'il est non initié au genre, sera probablement dépassé par un tel spectacle, un spectacle qui écrase tout sur son passage car oui, RRR est un rouleau compresseur indestructible, une sorte de bombe atomique dont les retombées et l'influence sont déjà légendaires. Et ben voilà les amis, c'est la fin de mon top 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire quels sont vous les films que vous avez préférés en 2022. Je suis plutôt content de cette sélection, je suis très satisfait de l'année qui s'est écoulée. J'espère que 2023 sera une année aussi bonne cinématographiquement parlant. Au niveau des attentes que j'ai pour cette année, je prends ce qui vient tout simplement. J'attends quand même Evil Dead Rise, je dois dire que je suis un minimum curieux. J'ai décidé en 2023 de plus regarder de bande-annonce. Voilà, c'est assez compliqué parce que le trailer de Evil Dead Rise a l'air de faire pas mal réagir, mais je me dis, il faut que je sois fort. On attend avril, ça sort en avril. J'ai de très très vagues espoirs de croisement d'univers, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il y ait Ash, évidemment, puisque la série Ash versus Evil Dead s'est interrompue au bout de 3 saisons en nous laissant sur un cliffhanger. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas une belle occasion de faire revenir Ash pour peut-être enfin boucler cette histoire? Et pourquoi pas qu'il y ait le retour de Mia, du remake de Evil Dead qui était sorti en 2013, que j'avais détesté au premier visionnage, mais que j'ai un petit peu réhabilité récemment. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas. Après, comme je vous ai dit, je prends ce qui vient. J'espère que certains films HK, Son of the Neon Knight, je crois que c'est ça, de Juno Mag va enfin peut-être sortir, mais bon, on a attendu Septet et Warriors of Future assez longtemps, donc voilà. Comme je vous l'ai dit, on verra ce qui nous arrive. Donc, les amis, au sujet de la chaîne, voilà, je vous annonce pas de projet ou de nouveaux formats en particulier, parce que je sais que quand je vous annonce un truc, je vais pas forcément au bout.
Donc là aussi, si j'ai un projet ou une idée ou une envie de format, bah, j'attendrai que tout soit bouclé avant de vous l'annoncer, hein, pour pas me laisser prendre au piège. En tout cas, je vous souhaite une bonne année. J'espère qu'on va avoir de bons films, de bonnes séries. Je vous souhaite à tous le meilleur sur YouTube et le meilleur dans vos vies personnelles. Et bah, on va se retrouver très vite pour parler de cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Ciao!